Bonjour à tous, quel succès! Je suis ravi de vous accueillir après la conférence de rédaction, le comité de rédaction auquel vous avez assisté. J'espère que vous avez été passionnés par cet exercice. Fait en direct, c'est quand même une chose qui, même pour nous, est absolument extraordinaire. Et maintenant, on va parler, vous avez eu d'une certaine façon un aperçu de ce qu'est notre métier dans la coulisse. Et là, on va vous en dire encore un peu plus. Et on a intitulé cette table ronde, cette conférence, « Journaliste, une vocation », point d'interrogation. Mais pourquoi un point d'interrogation? Il n'y a pas de point d'interrogation. Il faut que vous le sachiez, ce métier, c'est une passion. C'est une deuxième peau, c'est notre vie. Exactement, c'est notre vie. Et la passion de découvrir des terres lointaines, d'essayer de comprendre pourquoi Trump veut absolument s'emparer du Groenland, pourquoi Emmanuel Macron a décidé un beau jour de 2024 de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est ça notre métier, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la coulisse, par derrière, et de vous le restituer, parce que c'est notre métier, un média, c'est-à-dire que nous sommes des transmetteurs, nous sommes des intermédiaires entre les acteurs de l'actualité et puis vous, notre public. Alors notre métier, c'est le hasard du calendrier. Il y a un baromètre qui est paru ce matin, on en a un peu parlé d'ailleurs au comité de rédaction, qui montre que les Français sont plutôt assez méfiants vis-à-vis des médias en général. Vous savez, c'était Honoré de Balzac qui disait « Si la presse n'existait pas, il ne faudrait pas l'inventer ». Eh bien si, on est là. Et les Français disent, dans ce baromètre fait auprès de 1500 personnes, que pour 6 sur 10 des Français, il y a une espèce de défiance vis-à-vis des médias. Deuxième enseignement de ce baromètre, et c'est ça qui est plus inquiétant, c'est qu'il semblerait que près de 30% des Français seraient prêts à s'informer via ChatGPT. Et on va en parler parce que l'intelligence artificielle pourrait quand même, à terme, et je ne sais pas dans quel délai, évidemment, modifier notre métier. Alors, on va faire un débat, une conversation entre nous, journalistes du Figaro, et parce qu'on va vous montrer que le métier de journaliste, il a plusieurs facettes. C'est un métier où vous pouvez partir très loin de Paris, très loin du siège de votre journal pour faire du grand reportage. C'est un métier où vous pouvez être chroniqueur politique, c'est-à-dire suivre l'actualité politique française. C'est un métier où vous pouvez vous spécialiser, hyper spécialiser. Vous l'avez vu tout à l'heure au comité, il y a plusieurs rubriques. Alors vous pouvez être spécialisé en sport, vous pouvez être spécialisé en sciences, vous pouvez être spécialisé en économie, et à l'intérieur de l'économie, dans plusieurs autres spécialités. C'est de tout cela dont on va parler. On va essayer de vous montrer les coulisses de notre métier et puis la façon dont on l'exerce. Alors pour en parler, j'ai l'honneur d'accueillir Sophie de Tarlet. Bonjour Yves. Bonjour Sophie. Bonjour à tous. Qui est en charge du Figaro, de l'éducation au Figaro. Et évidemment, à la fin de cette conférence, nous évoquerons pour nos jeunes publics les filières qu'il faut emprunter si c'est nécessaire pour exercer ce métier. À ma gauche, Anne Fulda. Bonjour. Que vous connaissez tous. Anne Fulda, qui est la portraitiste notamment du journal, mais qui n'a pas que cette fonction, cette qualité, qui est chroniqueuse et puis qui a fait énormément qui a roulé sa bosse, je dirais, dans la politique, notamment dans l'actualité politique. Patrick Saint-Paul, alors avec lui, vous allez partir très loin. Patrick Saint-Paul, c'est le patron du service international. Il a aussi été correspondant en Chine, à Pékin, pendant quelques années. Et il va vous raconter comment ça se passe de couvrir l'actualité internationale. Et Dieu sait si elle est riche, puisque vous l'avez vu ce matin, nous sommes occupés notamment par ce qui se passe au Groenland, en Iran, mais pas seulement. Arthur Berda. Alors Arthur Berda, c'est un peu notre bébé, lui. Bonjour, Arthur Berda, il est très très jeune, il a à peine la majorité, mais il est quand même un des patrons du service politique du Figaro.
Il a quelques livres à son compteur, un livre au moins sur Emmanuel Macron. Il sait tout d'Emmanuel Macron, il va vous en parler. Et puis Vincent Bordenave. Alors Vincent Bordenave, je lui parlais des journalistes qui se spécialisent. Eh bien, il est très spécialisé, Vincent Bordenave, parce que c'est une de nos lumières scientifiques du journal et qui alimente notamment la chronique scientifique et médicale du Figaro. Bonjour Vincent. Bonjour Yves. Alors je vais commencer par... allez, on va se tutoyer, parce que vous savez, c'est une des particularités de ce métier, c'est qu'on se tutoie tous, à l'intérieur d'une rédaction, mais même à l'extérieur vis-à-vis des autres confrères, on a le tutoiement facile. Arthur, explique-nous pourquoi tu as embrassé ce métier. D'abord, bonjour à tous. Je voudrais corriger deux choses que vient de vous dire Yves. La première, c'est que non, je ne sais pas tout d'Emmanuel Macron, donc ne me posez pas des questions, notamment capillaires. La deuxième, et plaisanterie mise à part, c'est que la dissolution de 2024, on ne l'a toujours pas comprise. On vous l'a raconté, mais ça, on ne l'a toujours pas comprise. Et je crois que nous sommes nombreux dans ce cas et sans doute dans cette pièce. Pour répondre à ta question, Yves, moi, tu l'as dit, je suis le bébé du Figaro. Je suis aussi le bébé de mes parents. Et j'ai grandi avec deux parents qui m'ont toujours incité, encouragé à faire ce qu'il me plaît. C'est la phrase qu'on dit à nos enfants, que je dirai à ma fille quand elle sera en âge de la comprendre. Et donc moi, il y a deux choses qui me plaisaient lorsque j'étais jeune. C'est le football. Vous verrez quand je me mettrai debout pourquoi je ne suis pas devenu footballeur. Et puis, Il vient de Marseille, hein. Je suis marseillais, absolument. Et donc la deuxième chose qui me plaisait, c'était la politique. Et donc s'est posé la question de savoir comment traiter de l'une ou de l'autre de ces deux choses qui me plaisaient, sans avoir le talent pour en exercer une ou l'envie pour exercer l'autre, la politique en l'occurrence. Et c'est imposé à moi comme une deuxième peau, tu as raison de le dire comme ça, le journalisme. Et alors, la seule question que j'ai eu à me poser à partir de là, et c'est une chance, ça a été assez simple, c'était quelle trajectoire embrasser. Est-ce qu'il fallait embrasser une trajectoire de journalisme sportif ou une trajectoire de journalisme politique? Et puis, j'ai choisi, je ne sais pas si j'ai fait le bon choix, de garder le football, le sport en général et le football en particulier comme une passion privée et personnelle, et d'embrasser donc une carrière de journaliste politique et d'en faire ce métier que j'exerce au Figaro pour que vous compreniez pourquoi il parle de moi comme d'un bébé. Depuis 2014, je suis entré en stage au Figaro en 2014. Je suis arrivé à l'époque pour 6 mois. Ils pensaient qu'ils allaient se débarrasser de moi après 6 mois. Et puis, plus de 10 ans après, me voilà encore là. Parce qu'une des particularités de ce métier, c'est que vous commencez par des stages. C'est un métier qui s'apprend sur le terrain, sur le tas, il faut le dire. C'est comme ça qu'on apprend les bons réflexes, c'est comme ça qu'on apprend auprès des plus capés, des plus âgés des rédactions. C'est comme ça que ça se passe. Patrick, je me tourne vers toi. Toi, tu es spécialisé dans l'international. Comment, par exemple, tu gères une journée aujourd'hui? Il y a deux actualités très très fortes. C'est le Groenland avec le face-à-face d'une certaine façon entre les États-Unis et puis les Européens, et puis ce qui se passe en Iran. Et c'est peut-être ça qui est plus intéressant, c'est alors que c'est un pays qui est ultra fermé, que même les liaisons numériques sont bouclées, comment on fait pour informer les Français, comment on fait pour informer le public dans un pays, de l'actualité d'un pays qui est bouclé, quoi, qui est complètement bouclé? Alors on a une chance, Yves, c'est que nous avons une correspondante au Moyen-Orient qui s'appelle Delphine Minoui, qui a été correspondante en Iran et qui a la particularité aussi d'être franco-iranienne. Donc elle connaît beaucoup de monde en Iran, elle est en contact en permanence sur les réseaux sociaux. Alors oui, c'est un gros problème de ne pas pouvoir y aller, c'est comme dans la bande de Gaza, où on ne peut pas se rendre depuis le début depuis le 7 octobre, depuis le début de la guerre avec Israël. Donc c'est très compliqué pour nous quand on ne peut pas aller nous-mêmes sur le terrain, parce que l'objectif du service international, c'est toujours d'envoyer des journalistes sur place. À Gaza, c'est pas possible. En Iran, c'est très difficile d'obtenir un visa déjà en temps normal. Et là, en ce moment, c'est totalement impossible, puisque quand on est dans une phase où le régime est dans la répression des populations, évidemment, il ne donne pas de visa. Donc, on en est réduit à suivre ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc, Delphine Minoui connaît beaucoup de monde. Elle a fait, en dehors de
de sa période de correspondance pendant 3 ans où elle était à Téhéran. Elle a évidemment aussi des liens familiaux. D'où Patrick, elle a été chassée, hein, il faut le dire. D'où elle a été chassée, évidemment, à la fin. Elle a gardé des amis, des liens familiaux, donc elle est en contact avec ces personnes par WhatsApp, tout simplement. Alors, la difficulté, ça a été qu'il y a une phase jeudi dernier où l'Iran a coupé complètement les réseaux Internet pendant plusieurs jours. Ça a été rétabli hier. Et là, c'était très difficile d'obtenir des informations pendant cette période de blackout. Mais voilà, elle connaissait des gens qui étaient équipés avec des appareils qui permettent de se connecter au réseau satellitaire de Musk, d'Elon Musk. Starlink. Hein. Starlink, voilà. Et donc, elle a contacté ces personnes via WhatsApp, puisqu'elle pouvait se connecter à Starlink. Alors, on va peut-être passer... Bah là, on va vous donner un exemple de notre métier. Une petite incidente. Vincent, c'est quoi Starlink? Starlink, c'est le réseau de satellites qui permet d'avoir un accès à Internet partout, qui est lancé par Musk. Tu l'as très bien dit à l'instant. C'est ça. C'est-à-dire que quand l'Internet est coupé, voilà. Ce qui arrive dans beaucoup réseau de dictatures, qui... la Chine, l'Iran et en la Corée Ukraine, du ça Nord. joue un très grand rôle sur le front. Les soldats utilisent Starlink pour guider les drones, pour guider leurs frappes, pour se connecter avec les drones qui surveillent la guerre dans le ciel. Eux, ils sont au sol et ils peuvent guider les frappes parce qu'il y a aussi des coordonnées qui sont visibles sur l'iPad. Et donc, ça joue un rôle dans les guerres de plus en plus important. Et c'est là où vous voyez l'importance d'Elon Musk, notamment, aussi dans ce domaine. C'est que si Elon Musk met Starlink à disposition, bah on peut communiquer. S'il le refuse, ça devient plus compliqué. Voilà, en Ukraine, il a menacé de couper le réseau. Et là, en fait, les Ukrainiens se sont tournés vers d'autres réseaux européens, mais il n'y a pas vraiment d'alternative aussi efficace que Starlink. Donc, sans Starlink, en fait, l'Ukraine, la guerre est terminée pour eux. Ils ne peuvent plus rien faire. Hein. Ils sont aveugles. Et Ariane 6 lance le même réseau avec Amazon dans quelques jours. Pour information, la France va avoir un rôle là-dedans avec le tir d'Ariane 6 à Kourou. Ça vous laisse deviner. Vous savez, souvent on dit, mais les vrais rédacteurs en chef ou les vrais patrons de la communication, de l'information, il ne faut pas confondre information et communication, attention. Hein. Mais les vrais patrons, eh bien, ce ne sont pas les patrons de journaux, si quand même, mais on est quand même très tributaire des moyens qui nous permettent de communiquer entre nous. Et je peux vous dire, et Patrick le sait mieux que personne, que évidemment les nouveaux moyens de communication ont complètement transformé nos métiers d'une certaine façon, parce que c'est beaucoup plus rapide de savoir ce qui se passe dans un pays quand ce pays est ouvert pour vous restituer l'information qui vous est tout à fait nécessaire. Alors Anne, il y a, je disais en introduction de ce propos, qu'on n'est pas à vie, à moins qu'on le décide, attaché à une spécialité, à une fonction dans un média, que ce soit un journal, une télévision, une radio, un site internet. On peut évoluer, et ça a été ton cas. Toi, tu as fait... En fait, tu as 1000 vies en une vie, toi. Et ta vie n'est pas terminée, en plus. Elle est entamée. Heureusement pour nous. Non, elle est entamée, bien sûr. Nous avons Emmanuel Macron en commun avec mon voisin pour les livres. Non, et c'est vrai que j'ai commencé, quand je suis arrivée au Figaro, je rêvais d'être journaliste politique. Quand j'étais gamine, je jouais à Catherine Ney, qui est mon idole absolue. J'adorais Françoise Giroud, j'adorais les livres de Franz-Olivier Gisbert, sa biographie de Chirac. Pour moi, ça a été une sorte de révélation de ce que pouvait être une plume politique qui s'attache à un caractère humain. Mais quand je suis arrivée au Figaro, c'est lui qui m'avait engagée. J'ai d'abord été dans le cahier de ce monde, dans les pages économiques, dans la page média. C'était à l'époque la grande nouveauté dans les journaux d'avoir une page média. J'ai fait ça pendant 2 ans. C'est assez passionnant, mais il y a un petit côté un peu incestueux parce que c'est un peu les médias qui parlent des médias quand même. Mais c'était une époque très intéressante parce qu'il y avait Maxwell, il y avait la reprise de la 5, il y avait des personnages qui étaient vraiment passionnants, pas que dessins, mais très intéressants. Ensuite, je suis passée au service politique. C'est ce que m'avait promis Gisbert et c'était mon rêve accompli. Donc j'ai commencé
par suivre l'Assemblée, le Parti communiste, les Verts à l'époque, puis la droite, et puis... Je vous donnerai le fascicule, Anne Fulda au Parti communiste, on l'a. Mais c'est pas si... C'était intéressant. D'ailleurs, à l'époque, il y avait au journal un petit axe gaulo-communiste qui existait entre RPR et communiste. C'était assez intéressant. D'ailleurs, en travaillant sur les 200 ans du Figaro et en reparlant de Jean d'Ormesson, François, sa femme, m'a rappelé qu'il adorait... il avait de très bonnes relations avec Roland Leroy, que j'avais d'ailleurs interviewé à l'époque, qui était directeur de l'Humanité, et un homme absolument délicieux et très cultivé, bon, certes un peu stalinien, mais Jean d'Ormesson l'appréciait beaucoup. Donc voilà, donc service politique, arrive la campagne présidentielle, ce dont rêve tout journaliste politique, c'était en 95, donc ça date effectivement. Un peu bêtement, parce que les sondages donnaient tous Édouard Balladur en tête, j'ambitionnais de suivre Édouard Balladur. Gisbert m'a dit non, tu suivras Chirac, les challengers c'est toujours plus intéressant. Il a eu raison, c'était une campagne passionnante, puisque ça prouve que les sondages se trompent et que rien n'est jamais écrit, et qu'effectivement celui à qui on voulait conseiller de ne pas se présenter, qu'on l'aime ou pas, a réussi finalement à se faire élire et même réélire. Donc voilà, donc j'ai eu la chance de suivre jeune pour le poste, l'Élysée, pendant plus de 10 ans. Et donc là, c'est vraiment un poste passionnant parce que on fait un peu, c'est très transversal, parce qu'on voyage à l'étranger, on voyage en France, on apprend à connaître ce qu'on apprend aussi à connaître dans des campagnes présidentielles et des campagnes tout court, des endroits de France qu'on ne connaît pas. Ça fait sortir de Paris les journalistes parisiens, enfin la journaliste parisienne que j'étais, je reconnais. Ça fait aller, j'ai pu aller en Chine aussi, à l'époque, au Japon, à Tahiti, enfin dans des endroits incroyables en suivant le président. Et puis après, je suis devenue plus ce grand reporter transversal et je me suis occupée. Il faut lire le portraits. livre de Anne Fulda sur Chirac. Elle a écrit un livre. Plutôt sur Emmanuel Macron, en fait. Non, il y en a eu deux. Non, mais Chirac, c'était paru une année de dissolution, une autre dissolution malheureuse en 1997, et je dois dire que ça avait été un peu éclipsé. On va parler de la suite de ta carrière. Voilà. Et après, voilà. On va en parler. Non, Sophie, il y a une chose parce qu'il faut parler de l'évolution de notre métier, l'évolution de nos missions, de nos fonctions. Jadis, quand on rentrait dans un journal papier, on se disait qu'on allait passer sa vie à être journaliste de presse écrite. Aujourd'hui, tout ça est complètement balayé. Parce qu'on peut, en fait, pour être un journaliste, je ne sais pas si le mot est adapté, accompli, il faut être à la fois faire de la presse écrite, de savoir parler dans une radio et se montrer à la télévision. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut être multimédia. Il faut être multimédia, et c'est vrai que c'est un peu comme les danseurs, par exemple, ils font de la danse contemporaine, mais aussi de la danse classique, mais aussi plein de choses. Là, c'est pareil, on doit être partout là où le lecteur est. C'est-à-dire que moi, je dirige le Figaro étudiant, mais avant, j'ai fait des chroniques sur France Info, sur LCI, aujourd'hui, on est beaucoup sur TikTok, sur Instagram, on fait de la vidéo, on est à peu près partout, et ça a beaucoup changé, alors que peut-être il y a une vingtaine d'années, il y avait le journaliste qui était spécialisé, télé, radio, et puis c'était des mondes un peu, comme tu le dis, très étanches. Mais toi aussi, tu es un bon exemple, puisque tu es beaucoup à la télévision, beaucoup à la radio, enfin surtout les médias, et c'est vrai que ça, je l'ai appris assez rapidement, en fait, dès le début de ma vie de journaliste. J'ai commencé dans la presse économique, après au début la presse féminine, parce qu'il faut savoir que je rêvais d'être journaliste dans la presse féminine. Je lisais le Figaro Madame avec beaucoup... alors ma vie n'est pas terminée, peut-être qu'un jour, mais en tout cas j'étais journaliste... Qui s'appelle Madame Figaro d'ailleurs. Madame Figaro, pardon. J'ai été journaliste économique, j'ai accompagné bien l'arrivée d'Internet, parce que avec les startups, les nouvelles technologies, donc ça c'était extrêmement passionnant. Et puis après, je suis arrivée dans la presse jeune,
Et il y a quelques années, j'ai eu le bonheur de rejoindre Le Figaro. Et Le Figaro, l'éducation et Le Figaro, c'est vraiment une histoire d'amour parce que j'ai envie de dire, lorsqu'on s'attache à l'éducation de ses enfants, tout le monde est de droite, hein, j'ai envie de dire. Qu'on soit de gauche, moi j'ai des appels de gens de toutes, des gens de partout pour savoir quelle est la meilleure école pour mes enfants. Et Le Figaro a vraiment... je pense qu'a acquis une légitimité parce qu'on a un contrat avec nos lecteurs et ça c'est important. Mais oui, on fait de tout. Vous pouvez nous trouver sur TikTok et partout et à la télévision aujourd'hui depuis quelques années. Alors Vincent, alors je disais que Arthur c'est un bébé, Vincent c'est Mon grand frère. un grand adolescent, on va dire. Non. Vincent, comment on devient? Parce que alors là, Vincent, lui, il est hyper pointu. Hein. Attention, lui, il est une des figures du service Sciences Médecine dirigé par Cyril Van Lerberg que vous avez vu tout à l'heure, et il nous fait des articles. Il essaye de vulgariser, de rendre compréhensible au plus grand nombre des choses qui sont très très compliquées. Pourquoi se spécialiser dans ce... Comment c'est arrivé, Vincent? Raconte-nous un peu comment tu t'es réfugié, enfin pas réfugié, comment tu es entré dans ce cette cocon du matière. service sciences. Et toi, Arthur, tu voulais être footballeur, moi je voulais être président de la République. Et alors bon, il reste du temps à venir, mais je pense que cette carrière-là s'éloigne un peu. Bon, on ne sait pas ce que décideront les années à venir, mais à un moment, je me suis dit que ce chemin s'éloignait et qu'il fallait faire quelque chose de ma vie. Et moi, j'ai pas un parcours scolaire brillant, mais j'étais pas non plus mauvais ou que ce soit, sans être extraordinaire à un endroit précis. Et je me suis dit, donc autant être journaliste. Donc j'ai commencé en faisant des stages à Libération, au Journal du Dimanche. Et puis, c'est le service Sciences du Figaro qui un jour m'a ouvert la porte et m'a dit, OK, on va essayer. Et ce qui fait que ça marche en sciences, ce qui est hyper important. Je pense que n'importe qui peut travailler en tant que journaliste sur n'importe quel sujet, à condition de garder un truc hyper important, c'est l'humilité par rapport au sujet. C'est qu'il faut accepter qu'on peut écrire des choses sur des trucs qu'on ne comprend pas, sur des trucs qui sont difficiles, mais qu'on doit réussir à transmettre et qu'on doit réussir à expliquer. Et pour ça, il faut identifier des sources, confronter ces sources, aller voir des gens, aller sur le terrain et essayer de raconter tout simplement des histoires parce que c'est notre métier à tous et c'est ce qui nous rassemble tous autour d'un journal, c'est raconter des histoires et faire en sorte à ce que ces histoires intéressent les gens et leur permettent de comprendre un peu ce qui se passe dans le monde. Donc c'est le cas avec l'international, on l'a dit, mais c'est le cas aussi avec n'importe quel sujet. Pendant longtemps, moi j'ai écrit sur le Covid, sur un virus donc, qui a paralysé un peu la planète. Et avant d'écrire dessus, je savais pas comment fonctionnait un système immunitaire. Et pourtant, il a fallu que dans le journal, tous les jours, on écrive des papiers pour expliquer comment fonctionne le système immunitaire, comment est-ce qu'on peut combattre ce virus. Et bien, on appelle des gens, on leur pose des questions. Et ce qui nous anime, en fait, c'est qu'on est les premiers à poser ces questions-là, les questions que tout le monde se pose. Et c'est la chance qu'on a, en fait. C'est cette possibilité d'aller poser en premier la question que tout le monde a envie de poser aux personnes les plus compétentes. Vous avez 5 questions, hein, les 5 W, hein, on dit en langue britannique. Pourquoi, comment, où. Enfin, c'est les questions qui nous animent. Et le Covid, c'est un bon exemple parce que le Covid qui nous a occupés pendant des semaines et des semaines, eh bien, du jour au lendemain, il a fallu que toute la rédaction se mette à l'heure du Covid et travaille uniquement sur cette matière qui était plutôt absconse au début. Tu as cité un mot qui est très important, source. Patrick. Ça, c'est capital. Ce sont les sources. Ce sont les sources. Et régulièrement, Patrick nous rappelle à l'ordre, quand on traite un sujet à l'international, en disant oui, vous avez entendu ça sur telle ou telle radio, vous avez lu ça sur tel ou tel réseau, mais c'est pas confirmé. Ça, c'est très important. Hein. Confirmation, comment on solidifie une information. Oui, c'est d'autant plus important avec à l'ère des réseaux sociaux modernes et des fake news et des tentatives de manipulation de l'information, notamment par les Russes ou les Chinois, par exemple, qui ont ce qu'on appelle des trolls, qui sont en fait des soldats de la désinformation. Troll, on passe Vincent. Troll, c'est quoi ? Ce qu'a dit Patrick, encore une fois, des soldats de la désinformation. Alors ça peut être des armées de personnes qui vont nourrir les réseaux sociaux avec des fausses informations, mais ça peut être maintenant nourri beaucoup avec les algorithmes, donc ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, qui permettent de pourrir le débat sur nos réseaux.
Patrick. Donc voilà, nous, notre rôle, c'est de lutter et d'essayer de trouver, d'être le plus proche possible de la vérité. Et pour y arriver, comment on fait? On va directement à la source. Quand c'est des informations qui viennent d'un pays qui sont des sources politiques, notre correspondant à Washington, par exemple, va aller à la Maison-Blanche pour poser des questions, appeler ses interlocuteurs, savoir exactement ce qui se passe. Quand c'est sur un terrain militaire, là, c'est encore plus compliqué. Il faut, par exemple, si on dit que telle ville est tombée en Ukraine, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'envoyer quelqu'un sur place pour vérifier. C'est très difficile sur les terrains de guerre, puisque avant, on ne prend pas sa voiture comme ça pour aller voir si Bakhmout est tombé, par exemple. Il faut une autorisation militaire pour y aller. Donc là, il faut se mettre d'accord avec les Ukrainiens qui donnent l'accès. Et ensuite, on y va parfois avec une escorte, parfois seul, ou parfois, quand c'est la débandade, là, les choses deviennent très simples, mais très dangereuses. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de checkpoint, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun contrôle. Et là, on peut entrer. C'est ce qui s'est passé quand je suis allé à Bakhmout, quand Bakhmout est tombé. Je suis entré en ville. Il y avait le dernier checkpoint militaire pour entrer en ville. Il y avait des soldats, mais eux-mêmes ne comprenaient plus ce qui se passait, où étaient les Russes, etc. Et donc, ils ont fait signe à la voiture de passer. Et on est entré dans la ville qui était en train d'être envahie par les Russes, où ça bombardait de tous les côtés. Honnêtement, c'était très dangereux, parce que là, il n'y avait plus du tout d'escorte et d'encadrement. Donc voilà, on essaie d'aller au plus près possible de l'information pour la vérifier. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que dès qu'il se passe un événement, Le Figaro, et c'est la grandeur de ce journal, de ce quotidien, de ce site d'information, c'est qu'on envoie quelqu'un le plus souvent possible, quand c'est possible, le plus vite possible, et que, Patrick, mais c'est vrai pour tous les services, on ne reprend jamais une information qui n'est pas confirmée sous la marque Figaro. Jamais. Jamais. C'est pas parce qu'on a entendu sur une chaîne d'information continue ou sur une radio ou sur une agence de presse, on a appris quelque chose, qu'on la publie, cette chose. Cette information, on la vérifie. C'est un des mots-clés de notre métier. Alors, Arthur, quand on est journaliste politique, on est confronté à ce personnel politique qui n'est pas toujours aimable, qui parfois peut nous manipuler. Là, c'est pareil, il faut savoir agir avec eux. Comment on fait, par exemple, Est-ce qu'il y a des partis qui sont plus faciles à manier que d'autres? Est-ce qu'il y a des esprits qui sont plus simples à interviewer que d'autres? Alors, vous avez raison. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'un responsable politique nous dit quelque chose, il y a toujours un intérêt. Donc, il ne faut jamais croire que le politique a une parole désintéressée avec le journaliste, et il ne faut pas exclure que la réciproque soit à peu près aussi vraie. Il faut éviter de se faire acheter. Absolument. En revanche, ce qui est important de distinguer dans mon métier, mais je pense dans nos métiers à tous, c'est la distinction entre la confiance et la connivence. Les journalistes sont souvent suspectés ou accusés ou soupçonnés de connivence avec les politiques au prétexte, au motif que nous déjeunerions avec eux ou que nous aurions des réunions de travail. Je prends souvent l'exemple, moi, d'un chef d'entreprise qui aurait des fournisseurs. Un fournisseur, quand on est un chef d'entreprise, on discute quasi quotidiennement avec lui. On est dans une négociation dans laquelle le chef d'entreprise veut que les coûts soient les plus faibles possibles, et à l'inverse, le fournisseur, lui, veut que les coûts soient le plus élevés possible. On discute et on essaie de trouver un terrain d'entente qui est économique lorsqu'on est, lorsqu'on est un chef d'entreprise, et qui est démocratique ou journalistique lorsqu'on est un journaliste. Nos quotidiens, ils sont de discuter avec des gens et d'essayer de démêler, parce que Yves a dit tout à l'heure qu'il était très important de distinguer la communication de l'information. La communication, c'est le frère ennemi du journalisme et de l'information. Et bien précisément, les politiques font de la communication, cherchent à faire de la communication, et nous, notre rôle, c'est de faire de l'information. Alors l'information, elle n'empêche pas, Le Figaro est un journal d'information et d'opinion. C'est notre en même temps à nous. Donc ce en même temps-là, on en est fiers, on le revendique, mais il n'empêche qu'il y a l'information, et nos métiers, c'est de faire de l'information en décryptant et en débunkant, en bon français, la communication de nos amis responsables politiques. Alors après, est-ce qu'ils sont tous aussi simples? Non, évidemment. Il y a des partis, et vous imaginez assez facilement lesquels, qui ont plus ou moins de respect pour la liberté de la presse, pour l'identité des journalistes, et qui acceptent plus ou moins la contradiction. Les bons points, je vais les laisser. Le mauvais point, il va en ce moment à la France Insoumise, qui a la relation la plus conflictuelle avec
les journalistes et les médias en général. C'est une technique aussi. Absolument, j'y arrive. Il n'empêche qu'au service politique du Figaro, nous avons deux brillants journalistes qui sont chargés de suivre la gauche au quotidien, Richard Flurin et Pierre Lepelletier pour ne pas les citer, qui ont réussi à nouer une relation professionnelle et de confiance avec y compris les cadres de la France Insoumise parce que c'est leur métier. Parce que les lecteurs du Figaro, lorsqu'ils ouvrent le Figaro, il y avait une vidéo de François Hollande qui était tout à fait intéressante quand il souhaite le bon anniversaire au Figaro, comme l'ont fait de nombreuses personnalités. François Hollande dit c'est dans le Figaro que j'en apprends le plus, y compris sur la gauche. Mais ça, c'est une fierté pour nous. Et les lecteurs du Figaro, d'ailleurs, je fais le pari qu'ils aiment bien aussi lire parfois des choses sur la gauche. Donc, notre métier, c'est de travailler avec les gens, y compris lorsqu'ils cherchent à mettre de la conflictualité. La conflictualité, elle est souvent publique, il arrive qu'elle soit aussi privée. Il n'empêche qu'on peut avoir une relation conflictuelle et malgré tout professionnelle. C'est d'ailleurs notre métier au quotidien et donc nous essayons de le faire. Ça a longtemps été le cas aussi du Front devenu Rassemblement National qui a longtemps aussi eu une relation conflictuelle et assez dure avec les médias, avec les journalistes. Ça s'est un petit peu calmé et ça c'est mon collègue Paul Lobaché qui pourrait vous en parler ou en tout cas qui vous raconte l'actualité du Rassemblement National. Chargé du Rassemblement National. Absolument. Donc on doit bâtir des relations de confiance qui n'empêchent pas derrière l'honnêteté journalistique et y compris d'avoir une ligne éditoriale. Sur la France Insoumise, par exemple, puisque c'est l'exemple aujourd'hui à l'heure où l'on se parle qui est le plus parlant, nous écrivons des choses que Jean-Luc Mélenchon ne trouve sans doute pas toujours aimable à son endroit. Pour autant, ça s'est fait avec un certain respect, un respect du débat, un respect de la confrontation d'idées, et ça se fait en gardant une relation avec lui. Et je crois, et j'en terminerai par là, Yves, ce qui fait la force du Figaro, c'est de continuer à parler avec tout le monde. Parce que nous avons besoin de rester à la fois très ferme et très affirmé sur ce qu'est la ligne éditoriale du Figaro, ce qui est l'identité du Figaro, ce qui fait que ce journal a survécu pendant 200 ans et qu'il survivra encore pendant au moins les 200 prochaines années. Mais il faut conserver... 2 millénaires encore. En même temps, absolument. Au moins 200 ans, ça commence par là pour atteindre les millénaires, vous avez raison. Donc, il faut à la fois rester très ferme sur l'identité du journal et en même temps garder cette dimension journalistique qui est de discuter avec tout le monde et pour que le Figaro conserve cette place centrale dans le débat politique, littéraire, artistique, culturel, international, diplomatique. Pour que le Figaro reste le Figaro, il faut parler avec tout le monde et c'est ce qu'on s'efforce de faire au quotidien. Alors, avant de me tourner vers Anne, qui va nous parler du portrait, c'est un exercice très particulier. C'est très difficile, un portrait, pour que ça soit réussi, j'entends. Vincent, là où on se fait bien... Alors, l'exemple du Covid est extraordinaire, parce que là, en termes de fausses informations, de manipulation, de pression, ça a été terrible. Oui, bien sûr, et ce que je disais tout à l'heure, hein, quand on a une information, ce que tu disais aussi, il faut confronter ses sources, c'est-à-dire ne pas se contenter d'un premier degré d'information, mais toujours, quel que soit l'endroit d'où vient l'information, aller voir une source qui va pouvoir soit nous la confirmer, soit nous la nuancer et apporter l'ensemble des éléments qui va nous permettre de donner au lecteur l'information la plus ouverte, la plus juste possible, même si ce qui est juste une journée, ça se trouve 2-3 jours après sera démenti, et notamment sur des questions comme celle-là. Et je pense que de manière générale, les journalistes, c'est des gens qui n'aiment pas les portes fermées et qui n'aiment pas que les portes restent fermées et qui font tout pour les ouvrir. Et si la porte est fermée, on passe par la fenêtre ou par la cheminée, mais on trouve toujours une solution pour entrer dans un endroit où on n'a pas le droit d'aller. L'exemple du Covid, pardon, d'un mot, est tout à fait intéressant, notamment en matière de fausses informations. Moi, j'ai souvenir, je compare souvent les fausses informations à l'horoscope. J'ai souvenir, pendant le Covid, d'avoir reçu sur WhatsApp, là, sur mon téléphone qui est jamais très loin de moi, des vidéos où on voyait des tanks arriver dans Paris. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Ou alors la carte du déconfinement. Et j'ai souvenir de mes proches, mais y compris des très proches, qui me disaient mais pourquoi est-ce que vous n'en parlez pas au Figaro? J'ai la photo. Et c'est vrai, il y avait une photo, on voit des tanks avec un panneau d'autoroute qui marquait Paris. Donc les tanks entraient dans Paris. Alors je ne sais pas de quand elle date, c'était peut-être juste une livraison d'un matériel militaire qui venait au ministère de la Défense, que sais-je. En tout cas, j'ai souvenir, y compris de mes parents, qui me disaient mais je l'ai la carte du déconfinement, il y a le logo, pourquoi vous n'en parlez pas? Et c'est en ça que je compare souvent les fake news ou les fausses informations à l'horoscope. On peut lire 99 fois son horoscope à soi, il va être faux. On va l'oublier, on va le lire comme on a lu la carte météo. Et puis il suffit d'une fois où l'horoscope va être vrai nous concernant pour dire ah bah si c'est vrai, tu vois que je suis lion et donc je suis énergique. Mais souvent les vraies informations sont moins clinquantes que les fausses informations. Absolument. C'est toute la difficulté. Et la différence c'est que nous on ne donne que les vrais. Quand sur un tableau télé un expert va dire je sais pas, c'est plus compliqué, c'est toujours moins intéressant. Quelqu'un va dire bah oui c'est comme ça ou non c'est pas comme ça. Donc nous on ne donne que les vrais horoscopes, navré. Anne,
Alors, je parlais tout à l'heure des portraits. Ça, c'est un exercice très particulier. Il y en a dans toutes les rubriques du journal. Portraits de chefs d'État, de leaders d'opinion, de chefs de parti, d'hommes politiques, de femmes politiques, d'artistes, de portraits. C'est très particulier comme exercice, un Il y en a portrait. surtout en une Comment page, tu fais? surtout en une page du journal qui est la dernière. Ou, évidemment. Et là, c'est Anne qui a écrit d'ailleurs les portraits de 4 figures du Figaro, de l'histoire du Figaro. Françoise d'Ormesson, qui est l'épouse de Jean d'Ormesson. Dominique Schnapper. Dominique Schnapper, la fille Aron, de Raymond Aron. Ce matin, Stéphane Bern, que vous connaissez tous. qui a commencé au Figaro. Qui a commencé au dit que Figaro. C'était sa plus belle histoire de journalisme. Et demain, ça sera Jean-Marie Roy, Et demain, voilà. de l'Académie française, qui a commencé comme journaliste aussi au Figaro, avant d'aller au Quotidien de Paris. Enfin, il a eu une vie très riche. Comment on fait pour écrire un portrait? Comment on s'y prend? Et comment on appelle quelqu'un en disant, bah voilà, j'aimerais faire votre portrait? Comment on fait? Alors déjà, bon, je sais pas, il n'y a pas de règle. En tout cas, par rapport à ce qui a été dit jusqu'à maintenant, ce qui est clair, c'est que c'est un peu le règne du subjectif. Enfin, en tout cas, c'est-à-dire qu'évidemment, on prend en compte les éléments objectifs, l'histoire de la personne qu'on portraitise, mais après, il y a une question de perception. Et ça, c'est effectivement le subjectif qui l'emporte sur l'objectif. Donc voilà, on essaye de faire quelque chose le plus honnête possible, le plus sincère possible. Il n'y a pas d'objectivité dans le journalisme, il n'y a que de l'honnêteté. Voilà, ou de la sincérité. En tout cas, surtout sur cet exercice qui est particulier. Et c'est vrai que moi, ce qui m'intéressait quand j'étais que journaliste politique, j'adorais faire des portraits et j'avais été fascinée par cette force incroyable qui poussait certains d'entre eux à se dire un jour je vais être président de la République, un jour la moitié des Français vont voter pour moi. Qu'est-ce qui chez un homme ou une femme peut pousser à comme ça un jour se dire c'est moi qui vont élire, c'est moi qui vont préférer, outre mes capacités intellectuelles, et ça m'a toujours fasciné. Donc ça fascine tout le monde. Alors quand même, après, c'est assez romanesque. Quand voilà. même, hein. Et c'est voilà. Donc après, évidemment, c'est aussi le règne de l'ego. Et alors parfois, moi, je vais vers des personnes ou des personnalités qui m'intéressent, mais parfois, il y a aussi on me propose de faire des portraits. Et il y en a qui proposent de façon totalement décomplexée. Il y en a un jour qui est un financier qui m'a invité à déjeuner et qui me dit bon, Anne, j'ai failli mourir et en fait j'avais pensé en fait si j'étais mort j'aurais aimé que ce soit vous qui fassiez ma nécro. et il me dit comme je suis pas mort, vous allez donc faire mon portrait, c'est plus sympa. Donc, bon, il y a des gens qui sont totalement décomplexés dans leur demande. Une nécro, je pense que tout le monde. Oui, pardon, nécrologie, c'est ce qu'on dit en exercice très particulier oui, quand même. Pardon, c'est vrai que c'est un exercice particulier. Cela dit, ça mérite peut-être même qu'on s'y intéresse, parce que les nécrologies, c'est quelque chose de très particulier dans la presse écrite, dans les radios, à la télévision. C'est que lorsque une personnalité décède, en tout cas une personnalité de notoriété suffisamment importante pour mériter un traitement médiatique, vous voyez souvent les articles qui arrivent immédiatement. Et donc moi, m'a souvent été posée, j'imagine qu'à vous aussi, la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait produire ce contenu aussi vite. La réalité, c'est qu'une partie de notre métier, c'est aussi d'anticiper ce qui est anticipable. Alors, il y a deux choses dont on est certain dans la vie, c'est l'impôt et la mort. L'impôt, on le traite au quotidien. La mort, on l'anticipe un petit peu, en tout cas dans le traitement journalistique. Et on a ce qu'on appelle des nécros dans notre jargon, qui sont en marbre. Ça, c'est un autre mot de Parfois jargon. même, Alors, c'est un hors-série complet, comme pour Absolument. Brigitte Bardot, pour Alain J'allais parler de Delon, Brigitte pour, Bardot. Alors, si je peux me Et vous permettre, savez comment on appelle ça, puisque vous voulez les coulisses? On appelle ça de la viande froide. alors si je peux me permettre, quand on connaît les personnes, quand on les a connues et qu'on vous demande de temps en temps de faire à l'avance une nécrologie, c'est très compliqué. Et je me souviens qu'un jour, on m'avait demandé, c'était pas exactement la nécrologie, mais d'écrire, parce qu'on savait que Jean d'Ormesson allait pas bien. Je le connaissais bien et on m'avait demandé d'écrire un article qui soit prêt au moment où. Et je n'y arrivais pas. Plusieurs fois, on m'avait relancé, on m'a dit bon allez, tu le fais ton papier. Et je pouvais pas parce que pour moi il était la vie même, etc. Et le jour, je me souviens très bien, je m'apprête à écrire la première ligne, j'ai un coup de fil et c'était lui qui m'appelle pour me parler d'un portrait que j'avais fait de son gendre, en fait son ex-gendre d'un éditeur, Manuel Carcassonne, en me disant c'est formidable, machin, etc. Il était à l'hôpital dans son lit et
Et je me suis dit, ben non, je ne peux pas. Et en fait, je l'ai pas fait à l'avance. Et je l'ai fait le jour même. Parce que c'est vrai que lorsqu'on connaît quelqu'un, quand on connaît qu'on est attaché à quelqu'un, qu'on a des liens affectifs, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à faire. Et que je pense que là, pour le coup, la sincérité, elle arrive quand ça arrive pour de vrai, comme diraient les enfants. Alors, un journal, c'est une équipe, hein, parce que c'est pas... évidemment, on a tous un peu des égos bien affirmés, mais et c'est parfois difficile, d'ailleurs, à arbitrer tout ça. Et ben, le rôle d'un journaliste, c'est de persuader son chef de service de la pertinence de son sujet, et le chef de service de persuader son directeur de la rédaction de la pertinence du sujet qui lui a été proposé. Ce qui avec Yves n'est vraiment pas évident. Alors je vous raconte les coulisses, je vous interromps Yves. Mais Yves, il a une tradition au Figaro, c'est qu'il fait... Non, mais il faut le raconter ça. C'est qu'il fait les mois d'août. Yves, c'est le patron du Canard, qui rend service à tout le monde, parce que le mois d'août, on aime tous aller au soleil. Yves, je peux vous dire qu'il est au journal, et que si vous arrivez au mois d'août, le 15 août, en lui proposant une page pour le journal, je peux vous dire que Yves, il vous montre de quel bois il se chauffe, et je vous jure que c'est vrai. Donc convaincre un patron de la rédaction, c'est très compliqué en général, mais alors le convaincre lui le 15 août, il n'y a pas pire. Merci. Alors Patrick, comment on fait pour persuader... Alors parfois il y a des engueulades, hein, et on va pas oui, je confirme. Il y a des engueulades, on n'est pas d'accord entre nous. Alors c'est des grandes conversations qui ont lieu, alors parfois entre deux couloirs, entre deux portes plutôt, ou parfois dans une conférence de rédaction comme celle à laquelle vous avez assisté tout à l'heure. Bon là c'était très sage, c'était bien, mais parfois ça cogne, hein. Alors, Patrick, Martin est là parce que c'est Patrick, comment on fait pour vendre, entre guillemets, son sujet, pour promouvoir son sujet? Alors oui, on n'a plus des empoignades comme on avait avant. Je me souviens d'une époque où il y avait des empoignades au comité, donc la conférence de rédaction. Ça, c'est un peu terminé, c'est un peu plus feutré aujourd'hui. Mais oui, alors quand il y a une actualité forte comme aujourd'hui, comme vous l'avez peut-être constaté tout à l'heure, on n'a pas trop de mal à convaincre de la pertinence d'un sujet, parce que voilà, la chose aujourd'hui qui était un peu particulière, c'est qu'on avait deux sujets qui étaient en concurrence. L'un sur l'Iran, l'autre sur le Groenland. Et la difficulté, c'est qu'on a aussi des ressources limitées. Et donc, par exemple, le journaliste, notre correspondant à Washington, aujourd'hui, il fallait décider s'il travaillait sur l'Iran ou sur le Groenland. Voilà, c'est une petite coulisse. Après, quand on n'est pas porté par une actualité forte, c'est beaucoup plus compliqué de convaincre de la pertinence d'un sujet. Alors, nous, on envoie toujours des gens en reportage, on prépare des enquêtes un peu comme tous les services, mais on a cette particularité d'envoyer des gens sur le terrain. On suit les histoires au long cours aussi. Par exemple, la guerre en Ukraine, depuis qu'elle a commencé il y a 4 ans, il n'y a pas une période où on n'a pas eu quelqu'un sur place pour couvrir le quotidien de la guerre en Ukraine. Et là, quand il n'y a pas une actualité forte sur l'Ukraine, on a quand même des reportages, et là, c'est plus compliqué de convaincre la rédaction de nous donner de la place pour tel ou tel reportage en Ukraine. Mais alors là, ça se joue sur la qualité du reportage, sur le récit un peu exceptionnel qu'on peut apporter. Et on a la chance d'avoir des journalistes sur le terrain qui nous rapportent de très très belles histoires, et des histoires aussi où il faut dire qu'ils mettent souvent leur vie en jeu. Et ça, je pense que tout le monde en est un peu conscient quand on rapporte une histoire sur le front, que c'est quelque chose de particulier et qu'il faut y accorder de la place. Voilà. Bien sûr. Alors, il faut savoir une chose, c'est que l'arrivée de l'Internet dans nos métiers, dans notre métier, a considérablement fait évoluer l'exercice de ce métier de journaliste, évidemment, puisque maintenant c'est H24 d'une part. Et puis, je dirais que dès qu'on a une information, il faut tout de suite, quand elle est vérifiée, confirmée, il faut tout de suite pardon de ce terme, mais c'est le terme qu'on emploie, la balancer sur le site internet, parce qu'évidemment, aujourd'hui, on est dans une ère de concurrence à outrance avec tous les médias. C'est-à-dire que c'est pas Le Monde contre le Figaro, c'est Le Monde contre TF1, Le Monde contre... Parce qu'évidemment, comme tout le monde fait tout, la concurrence, c'est acharnée. Alors, il y a un sujet, on ne peut pas se quitter en évoquant deux sujets. Le premier sujet, c'est celui de l'intelligence artificielle. J'aimerais qu'on rentre un peu plus dedans
avec Vincent. Et puis le deuxième sujet, et je sais qu'il y a de nombreux jeunes, et notamment des étudiants parmi nous, c'est celui des formations. Puisque, alors moi j'aurais tendance à vous dire, mais je pense que Sophie, c'est un métier qui s'apprend sur le tas, ça s'apprend pas à l'école, le journalisme, ça s'apprend sur le tas. Mais bon, il y a quand même des formations. Vincent, l'intelligence artificielle risque, alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le baromètre variant pour le journal La Croix, qui mesure l'intérêt des Français pour les médias, de 1500 personnes pour les médias, nous dit que, tu l'as vu, près de 30% des gens qui étaient interrogés disent s'informer et faire confiance à ChatGPT pour s'informer. Là, ça devient grave. Oui, alors, je vais aller un peu plus loin. Je vois, il y a quelques journaux ici, mais je voudrais faire un sondage. Est-ce que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui lisent Le Figaro sous le format papier? Vous pouvez lever la main. On a quand même un panel assez... un petit quart. Un petit quart. Moins parmi les jeunes qui sont sur les côtés, je pense. Ouais, non, c'est intéressant de voir ça parce que maintenant, le principal médium pour aller sur Le Figaro, c'est son téléphone portable et c'est l'application. Mais l'intelligence artificielle va transformer ça parce qu'avant, on posait des questions à Google pour aller chercher une information et Google était une sorte de kiosquier. Maintenant, ces questions seront posées directement à ces logiciels d'intelligence artificielle, ChatGPT qui est le plus connu aujourd'hui, mais il y en aura d'autres et il y en a d'autres actuellement. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment compliqué pour nous parce qu'il y a l'effacement de la source, il y a l'effacement de d'où vient l'information et le rapport qu'on va avoir avec notre lecteur est totalement transformé. Je pense que déjà l'intelligence artificielle transforme aussi notre façon de travailler. C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que pour les jeunes journalistes qui arrivent, l'intelligence artificielle sera comme Google pour nous. C'est quelque chose sur lequel ils auront l'habitude de naviguer, et donc ils ont un rapport qui ne sera pas forcément le même que nous et une façon de l'apprivoiser qui sera peut-être plus saine, espérons. Mais surtout, c'est à nous, par le travail de terrain, et je rejoins ce que dit Patrick, ce qui est important, c'est qu'un journaliste va sur le terrain, c'est qu'il ouvre les portes qui lui sont fermées et qu'il va poser les questions. Et par ce travail-là, montrer aux gens que si on veut avoir une information de qualité, si on veut comprendre ce qui se passe dans le monde, si on veut voir la réponse à la question qu'on se pose, il faut lire les journaux, il faut s'informer par les journalistes et par les gens qui font ce métier-là, d'aller confronter leurs sources et d'aller rencontrer les gens. Sachez une chose, le journalisme, c'est un métier. On n'est pas influenceurs, on n'est pas des amateurs qui se sont tout à fait improvisés dans ce métier. On a des règles du jeu. Et je rajoute, c'est un métier formidable parce qu'il y a beaucoup de jeunes ici. C'est un métier formidable qui permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire en vrai. On peut rencontrer Emmanuel Macron, on peut rencontrer des astronautes, on peut aller sur un terrain de guerre pour aller dans des trous d'obus. En fonction de qui on est, on va trouver des chemins qui sont inaccessibles à tout le reste alors qu'on n'a pas plus de qualité que les autres. C'est ce métier-là qui nous offre ça et donc vraiment j'encourage tous les jeunes à le faire. Alors c'est pas le métier pour devenir riche mais c'est le métier pour comprendre le monde d'une manière inégale. Ah oui, ceux qui veulent faire fortune, il faut qu'ils trouvent autre chose. Hein. À moins que vous vouliez être, je sais pas, Léa Salamé ou Gilles Boulot, peut-être. Alors, comment on fait pour devenir journaliste? Alors, journaliste, d'abord, c'est un métier, comme tu dis si bien, mais ce n'est pas un métier protégé par des études. C'est-à-dire que ce n'est pas comme médecin ou avocat, où il faut avoir fait une faculté de médecine ou le concours d'avocat. Donc, en fait, chacun d'entre vous, vous pouvez un jour décider de devenir journaliste, bien sûr. C'est un métier ouvert. Et d'ailleurs, si on faisait un petit tour de table, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait comme études, peut-être Arthur? Donc, j'ai fait des études de journalisme dans une école dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, ces derniers mois, l'ESJ Paris. Qui a été comment dirais-je, racheté par un consortium d'actionnaires et qui a déménagé dans Paris. Je crois que maintenant elle est dans le 15e rue David Groult. Dans le 15e, tout à fait. Qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai fait des études d'histoire à la fac. Anne Fulda? Moi, j'ai fait Sciences Po, Paris. Sciences Po. Ouais. Yves? Moi, j'ai toujours voulu faire journaliste depuis l'âge de 15 ans, donc voilà. Est-ce que tu as fait des études? Non, pas fait d'école. Patrick? Moi, j'avais commencé par une école de commerce, mais comme j'étais nul en maths, ça a complètement foiré. Et donc, j'ai fait des études de lettres ensuite. Mais moi, j'ai une petite particularité, c'est que mon père est journaliste, donc je suis un peu une sorte d'Obélix. Je suis tombé dans la potion quand j'étais très jeune. Et voilà. Ce qui est ton seul point commun. Et moi, j'ai fait, pour ma part, l'université, à l'université de Nanterre. Donc, vous voyez que c'est un métier qui, quand même, reste très ouvert. Après, il existe, bien sûr, des écoles de journalistes très sérieuses où on apprend à s'exprimer, on apprend à faire des portraits,
à faire des enquêtes. On rencontre des enseignants. Je pense que certains d'entre vous, vous êtes professeurs aussi dans des écoles de journalisme. Donc, vous avez accès aussi peut-être un peu plus facilement à l'opportunité de faire des stages. Donc, il existe aujourd'hui une quinzaine d'écoles reconnues par la profession. Donc, les plus célèbres... Ça, c'est important. C'est important que ce soit des écoles reconnues par la profession. C'est-à-dire que les professionnels, les médias se sont accordés sur le fait que ce sont des écoles sérieuses. Alors, il existe bien sûr les plus anciennes, comme le CFJ à Paris, le SJ... On va peut-être pas trop citer la plus de nom. ancienne, voilà. La plus ancienne, c'est le SJ Paris, que tu cites bien sûr, Arthur. Oh. Mais en tout cas, peu importe, c'est une quinzaine d'écoles. Elles sont accessibles souvent après un bac plus 2, bac plus 3. Et j'ai envie de dire tant mieux, parce que c'est bien d'avoir fait une université, une classe préparatoire, peut-être des études dans une école de commerce, Sciences Po, des choses finalement qui vont vous structurer l'esprit et vous permettre d'avoir une certaine culture générale. Et j'ai envie de dire, je rebondis sur ce que dit Yves, le métier de journaliste, ça s'apprend sur le terrain, c'est-à-dire avec des professionnels. C'est vraiment un métier de compagnonnage. Donc si les jeunes, je vois beaucoup de lycéens, donc un petit coucou au lycée de Levallois, là, qui est ici, je sais, avec leur enseignante. Mais j'ai envie de dire, aujourd'hui, avec Instagram, avec TikTok, il y a aussi beaucoup de façons de s'exprimer. Donc multiplier les expériences pour participer, parfois bénévolement, écrivez des articles, envoyez-les aux journaux, aux sites. À partir très jeune, Yves est passionné de journalisme depuis qu'il a de 15 ans. 15 ans. L'âge n'est pas un frein. Moi, je vois des jeunes de 14-15 ans qui ont déjà des belles expériences, qui ont commencé tôt. Donc, l'âge n'est pas d'expérience dans les deux sens. On voit des gens assez âgés et puis des gens qui ont 14 ans et qui nous envoient déjà des très belles choses. Mais quand on est journaliste, on est toujours jeune. Voilà. Même quand on a 200 ans. Moi, j'ajouterais... Où c'est que tu conclus? Pardon. En écho à ce qui a été dit là, je me souviens d'un journaliste pigiste, journaliste à Sud-Ouest qui pigeait pas mal au Canard enchaîné, qui était très marrant. Et on se retrouvait toujours à faire des articles ensemble quand on était en campagne. Il était à côté, puis il poussait toujours un grand soupir, puis il disait... Bon, de toute façon, c'est ça où vous travaillez. Alors, derrière la boutade, est-ce que vous allez dire en disant « Ah, ces journalistes, tous des fainéants », en fait, ça veut dire que c'est vrai que c'est pas un travail parce que c'est pour beaucoup d'entre nous une passion et qu'on a l'occasion de rencontrer des gens extraordinaires. Ce qui est embêtant, c'est qu'il faut écrire les papiers, mais ça, il n'y a que Tintin qui arrive à s'en passer. Voilà. Oui, mais quand on est en presse écrite, une chose, il faut être curieux, il faut savoir pourquoi, on veut savoir pourquoi, comment, où et dans quel but. Hein, voilà, c'est ça qu'il faut. Et c'est ça notre métier. On était heureux de vous le présenter ce matin et on vous remercie de votre attention. Merci Bravo, beaucoup. merci.